Un moment absolument historique, alors qu'on pensait qu'il n'était plus possible de se faire d'autres ennemis. Au niveau international, après la Fédération de Russie, après la Hongrie, après la Slovaquie, Lanibert Zelensky et le régime de Kiev vont encore plus loin. Maintenant, ils s'opposent directement à l'Iran, ce qui leur semblait au départ être un jeu amusant pour essayer d'aider au maximum les maîtres occidentaux. Lécher une fois de plus la petite botte de l'estimable, ou peut-être pas tant que ça, Donald Trump pourrait devenir une véritable catastrophe pour le régime ukrainien. Et non, loin des éventuelles attaques menées depuis l'Iran. Ce qui, nous allons maintenant voir dans quelle mesure cela serait faisable ou pas vraiment. L'Iran a préparé d'autres types de stratégies de réponse de nature asymétrique qui pourraient laisser tomber, en laissant l'Ukraine grelotter, qui de toute façon ne traverse pas précisément ses meilleurs moments. Il se trouve que l'Ukraine a maintenant eu l'audace de s'opposer directement à l'Iran également, au point que depuis l'Iran, ils considèrent désormais l'Ukraine comme une cible légitime pour leurs futures attaques. L'Iran a officiellement déclaré l'Ukraine comme une cible légitime, selon le chef du comité de sécurité nationale, Azizi, qui s'est référé à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. La raison en est que le régime de Kiev a envoyé des instructeurs aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite pour apprendre aux Arabes à abattre des drones. Sachez, il est vrai que l'Ukraine possède une immense expérience dans ce domaine. Et ici, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il est probable qu'à l'heure actuelle, le régime de Kiev fasse partie de l'une des principales armées au niveau mondial. Il est probable, en fait, qu'il s'agisse de la deuxième armée la plus puissante au monde, dans la mesure où elle possède une expérience de combat que, à part la Fédération de Russie, aucun autre pays ne possède. En tenant également compte du fait que les drones Sadje sont essentiellement les prédécesseurs, les ancêtres des drones Guéran de la Fédération de Russie, qui ont déjà été dûment modifiés, qui ont déjà été en plus fondamentalement améliorés, pour ainsi dire, par la Fédération de Russie elle-même, mais qui effectivement présentent une relation, des similitudes très importantes avec les drones iraniens. C'est certain que l'expérience de l'Ukraine ici devient encore beaucoup plus claire. Et ici, disons que cela met en évidence la nécessité de la participation du régime de Kiev dans cet éventuel exploit militaire. Donald Trump, à ce propos, a d'abord déclaré que les États-Unis n'ont pas besoin de la participation ukrainienne ni de la participation britannique. En réalité, maintenant, il rejette toute forme d'aide de ceux qui n'ont pas voulu se prosterner à ses pieds dès le début. En ce moment, l'Iran n'a pas besoin d'une attaque directe contre l'Ukraine, parce que pratiquement tous les missiles sont dirigés vers le golfe Persique et ils sont pratiquement tous nécessaires pour le golfe Persique. Cette déclaration est en réalité nécessaire pour une question tout à fait différente. C'est que là où nous parlons de l'Ukraine face à l'Iran ou de l'Iran, avec la possibilité d'attaquer l'Ukraine ou de déclarer officiellement l'Ukraine comme une cible. Nous parlons plutôt d'un possible transfert de technologie, surtout de la Russie et du reste des alliés. Ici, à la fin de cette séquence d'informations, nous allons citer tout particulièrement un autre allié, l'un des plus importants pour l'Iran, qui lui fournit une immense quantité de technologie. Et dans ce cas, une technologie très bon marché, tout en étant très spéciale. Mais en attendant, l'Iran, je le répète, n'a au départ aucune intention, selon moi c'est mon interprétation, surtout en tenant compte de mon expérience en tant que correspondante de guerre en Ukraine, enfin de mon expérience dans les conflits hybrides. L'Iran, je pense, n'aurait aucun intérêt à attaquer directement l'Ukraine, car dans la région, il n'a pas d'alliés beaucoup plus importants et il a donc des objectifs bien plus prioritaires. Où dépenser ses missiles et ses drones? Et déjà maintenant, même s'il ne semble pas qu'il soit vraiment en pénurie, contrairement à ce qui est de plus en plus déclaré depuis les États-Unis.
C'est un peu comme le message constant disant que l'Iran est en train de manquer de missiles, que la Russie est en train de manquer de missiles. Mais au-delà de ça, les utiliser en Ukraine, ça ne semble pas tout à fait raisonnable, mais partager la technologie avec la Russie, attention, l'Iran se trouve en ce moment à un point stratégique en termes d'agents qu'il a sur le terrain et qui pourraient être activés à tout moment. Par exemple, regardez, la Russie fabrique déjà des drones Jeren, c'est-à-dire les drones Jeren selon les modèles iraniens, depuis au moins les 2 ou 3 dernières années. Maintenant, ils transportent jusqu'à 90 kg d'explosifs au lieu des 50 kg initiaux, ce qui a été rendu possible grâce aux avancées de la Fédération de Russie, mais aussi grâce à cette générosité technologique de la part de l'Iran envers la Fédération de Russie. Ensuite, cette technologie GLONASS ainsi que les nouvelles contre-mesures de guerre électronique ont également été reçues et ajoutées à ces drones par la Fédération de Russie. Les missiles à réaction Saget 238 atteignent désormais des vitesses allant jusqu'à 1000 km/h grâce aux avancées réalisées par la Russie. L'un des drones Aras 2, également d'origine iranienne, transporte une ogive pouvant contenir jusqu'à 150 kg d'explosifs. Cela, bien sûr, a voyagé de l'Iran vers la Russie et maintenant cela repart de la Russie vers l'Iran où l'Iran a aidé la Russie à lutter contre l'Ukraine avec ses moyens. Et maintenant, la Russie aide l'Iran avec ses moyens améliorés à lutter contre les États-Unis et Israël. Le plus important ici, en fait, ce ne sont pas du tout les drones. Nous parlons en particulier des missiles, les missiles FAD-360 qui sont un système de missiles tactiques avec une portée allant jusqu'à 120 km et une ogive d'environ 120 kg voire jusqu'à 150 dans certains cas, avec une vitesse pouvant atteindre Mach 4. Et la défense aérienne, pendant qu'elle est occupée avec les drones Sajet ou eh bien, maintenant avec les drones russes gérants. Dans ce cas, il pourrait s'agir de la défense aérienne ukrainienne, car elle est déjà directement touchée. Ces nouveaux missiles avec cette artillerie balistique depuis le front. Et ici, nous parlons précisément de ces missiles FAD que la Russie a tant demandé à l'Iran, les missiles Iskander par exemple. Selon les renseignements américains, le Kremlin a demandé ce type de missile à l'Iran à d'innombrables reprises, y compris les missiles Zolfaghar d'une portée de 700 km, ainsi que les missiles Fatah d'une portée de 300 km. Mais jusqu'à présent, Téhéran s'est montré absolument réticent à fournir cette technologie, parce qu'il ne voulait pas s'attirer encore plus l'inimitié des États-Unis et d'Israël. D'autant plus que nous ne parlions pas encore d'attaques menées par ces pays contre le territoire iranien. Mais maintenant que l'Iran est déjà en guerre, et maintenant que l'Ukraine dérange encore plus, en agissant surtout sur le terrain, eh bien c'est par là que l'Iran va agir. Elle pourrait certainement aussi déployer sa capacité technologique et la céder à la Fédération de Russie. Je ne parle plus seulement, je le répète, de drones, mais surtout et avant tout de missiles. Il y a un autre point encore plus important, car bien sûr, cet échange technologique serait bénéfique, c'est certain, pour toutes les parties, absolument. Mais ici, il faudrait encore mentionner tout particulièrement la capacité de l'Iran à opérer sur le terrain avec les agents qu'il a sur place. Dans des pays auxquels la Fédération de Russie n'a pas accès, dans une mesure aussi large par exemple, nous parlons de plusieurs possibilités. C'est quelque chose de complètement différent. C'est-à-dire qu'une chose est d'attaquer l'Ukraine ouvertement, ce qui, je le répète, ne me semble pas très probable. Mais ce serait tout à fait différent, par exemple, si l'agence d'Iran intervenait, c'est-à-dire les agents iraniens sur le terrain. Par exemple, il n'est pas du tout secret que dans certains pays alliés ou liés d'une manière ou d'une autre à l'Ukraine, il y a une présence iranienne. Elle est beaucoup plus nombreuse et bien mieux organisée que la présence des agents de la Fédération de Russie. Surtout lorsqu'il s'agit d'États où l'Iran mène une quelconque activité économique. Alors,
Pourrions-nous imaginer à un moment donné un scénario où les Iraniens, par exemple, auraient de telles façons d'influencer l'Ukraine, comme le minage par exemple, n'est-ce pas? Un cargo pourrait se trouver dans un port africain ou avoir visité Odessa par le passé, ou un cargo qui transporte actuellement des céréales depuis là-bas. Et avec cela, organiser un véritable scandale international et provoquer un événement qui minerait sérieusement les relations de l'Ukraine avec d'autres pays. Autrement dit, organiser un acte de scandale, de sabotage qui, en fait, finit par nuire à l'Ukraine d'une manière encore bien plus importante qu'une attaque directe simplement menée depuis l'Iran. Dans certains pays, les services secrets ne peuvent pas agir contre l'Ukraine en raison d'accords bilatéraux de ce type. Nous t'aidons à contourner les sanctions et toi, tu ne mènes pas d'activité ici. Ceci concerne les pays, par exemple, c'est-à-dire les services de la Fédération de Russie, autrement dit, là où la Russie utilise sa flotte fantôme. Par conséquent, on ferme un peu les yeux sur l'activité de l'Ukraine dans les pays concernés. Mais cela non plus n'est pas extensible et jusqu'à présent, cela n'a pas été étendu aux services secrets de l'Iran. Alors, il pourrait effectivement finir par agir sur le terrain. Donc, faites attention, il se pourrait que là où cela semble être le cas, les paroles de l'Iran ne soient rien d'autre que de la fanfaronnade. Il pourrait réellement finir par causer de très graves dommages à l'Ukraine et pourrait faire trembler le régime de Kiev. Et cela alors que, nous parlons encore de l'Ukraine. Dans ce partage de technologie avec la Fédération de Russie, entre l'Iran et la Fédération de Russie, nous devons nécessairement parler des BRICS qui sont en train de s'imposer face à ce nouvel ordre mondial international. Un moment établi comme hégémonique par les États-Unis et leurs alliés, où maintenant, dernièrement, Israël s'implique également. Et remarquez que la technologie peut se présenter sous différentes formes. Et d'un côté, oui, cela aura forcément des conséquences pour l'Ukraine sous la forme d'une coopération entre l'Iran et la Fédération de Russie, qui est en train de se faire, qui se fait et qui devient de plus en plus importante. Et d'un autre côté, cela pourrait aussi bénéficier à la Russie, si ce n'est pas déjà le cas, à travers des essais d'autres types d'armement ou même de non-armement. C'est une technologie de toute dernière génération qu'ils ont rapportée de Chine. Cela représente un problème très très sérieux, surtout pour le régime de Kiev, qui à mon avis a déjà beaucoup de fronts ouverts. Et ça, c'est mon opinion personnelle. Il ne devrait pas s'impliquer ou il devrait essayer de ne pas s'impliquer dans d'autres guerres qui, au départ, ne le concernent pas. Mais bon, d'après ce que l'on voit, la situation ne va pas se résoudre aussi facilement et Vladimir Zelensky est absolument déterminé à provoquer la chute de son propre pays. Maintenant aussi, enfin, ils affrontent directement l'Iran.